Choisir un camp. Chapitre 9. Amnésie. Louise, 2 août 1944. Je peine à ouvrir les yeux. Ma bouche est sèche. Où suis-je? Je suis dans une chambre inconnue. Je veux m'asseoir au bord du lit, mais mon regard s'arrête sur ma jambe gauche. Une attelle la recouvre de la racine des orteils jusqu'au-dessous du genou. Bon sang, qu'est-ce que j'ai à la jambe? Pourquoi cette attelle? Que s'est-il passé? Une voix féminine résonne auprès de moi. Surtout ne bougez pas, mademoiselle. Ne cherchez surtout pas à vous lever seule. Où suis-je? Qui êtes-vous? Poursuis-je comme si je n'avais pas entendu les paroles de la femme qui se tient près de moi. Je m'appelle Eugénie, et vous êtes à la Croix-Joint, près de Saint-Sauveur-Landelin. Et vous, mademoiselle, comment vous appelez-vous? Louise. Je m'appelle Louise Drouin. Comment suis-je arrivée ici et qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est mon fils qui vous a trouvée inconsciente à la suite d'un accident de voiture. Mais, si vous le permettez, je vais faire chercher le docteur. Sur ces mots, elle me laisse en plan. Un accident de voiture? C'est étrange. Je ne me souviens de rien. Par la fenêtre, j'aperçois des arbres, bien verts. Bizarre. Je pensais que nous étions en hiver. La dernière chose dont je me souviens est le repas de Noël avec mes parents, à Sainte-Mère. Je n'ai pas pensé à demander quel jour nous sommes. Finalement, le cerveau embrumé, je me rendors. Une voix masculine me réveille. Il fait encore grand jour. « Bonjour, Louise, me dit l'homme. Je suis le docteur Dudouis. Je suis ravi de voir que vous avez enfin repris conscience. » Je le regarde surprise. Si j'ai repris conscience, ça veut dire que j'étais inconsciente. Mais depuis combien de temps? Je pose la question qui me brûle les lèvres. Vous êtes resté dans le coma pendant près d'une semaine. Quel jour sommes-nous, docteur? Nous sommes le 2 août. De quelle année? Demandai-je à la grande surprise du médecin. 1944. Vous devez vous demander pourquoi je vous pose cette question, docteur. Mais la dernière chose dont je me souviens est le repas de Noël avec mes parents. Si nous sommes le 2 août 1944, je n'ai plus aucun souvenir de ces derniers mois. Vous pouvez me parler franchement. Je suis infirmière à Valognes. Eh bien, Louise, vous avez eu un traumatisme crânien, en plus d'une fracture ouverte de votre péroné gauche, d'où l'attelle. Votre choc à la tête a entraîné un coma de stade 2 et apparemment une amnésie rétrograde. Je vais devoir évaluer si votre mémoire sémantique et votre mémoire épisodique sont atteintes. A priori, je ne pense pas que votre mémoire sémantique soit déficiente. Le médecin me pose alors plusieurs questions et me fait passer quelques tests pour avoir une idée plus précise sur mon trouble de mémoire. Sa conclusion est que tout fonctionne correctement. Seuls mes souvenirs des événements depuis décembre 1943 ont disparu. D'après lui, peut-être reviendront-ils, mais il est impossible de savoir quand. En attendant, vous allez devoir vous reposer, Louise. Vous êtes entre de bonnes mains avec Eugénie et son fils Marcel. Ce sont de braves gens. D'ailleurs, voilà justement Marcel. C'est lui qui vous a trouvé. On peut dire que vous avez eu de la chance. Vous êtes la seule survivante. Les 3 hommes qui étaient dans le même véhicule que vous sont morts. 3 hommes, m'étonnai-je. Vous savez qui ils étaient? Aucune idée, répond le brave médecin. En tout cas, maintenant que vous êtes revenu parmi nous, il va falloir prévenir votre famille. Vous avez raison. Je vais écrire une lettre à mes parents, dis-je. Parfait. Marcel se chargera de la poster. N'est-ce pas, Marcel? Ce dernier hoche la tête sans prononcer un mot. Quant à vous, continue le médecin en s'adressant à moi, maintenant vous allez pouvoir vous mettre debout. Je ramènerai des béquilles la prochaine fois. Ou mieux, Marcel pourra passer les chercher demain à mon cabinet. Et interdiction de poser le pied gauche par terre.
J'acquiesce et le médecin sort avec le dit Marcel qui n'a toujours pas ouvert la bouche. Je les entends discuter dans la pièce d'à côté, mais sans comprendre clairement ce qu'ils disent. Je me demande bien qui étaient ces 3 hommes dans la voiture avec moi. Des résistants peut-être, car je me rappelle bien que mes parents et moi faisons partie d'un groupe dans le Nord Cotentin. Mon rôle à moi est de transmettre des messages. Je vais devoir être prudente dans la mesure où mes derniers souvenirs sont effacés. J'essaierai d'en savoir plus auprès de la femme, Eugénie, ou de son fils, bien que je me demande si celui-ci a une langue. Je me demande aussi s'il y a d'autres personnes dans cette maison et si je suis tombée chez des résistants ou des collabos. Il doit y avoir une horloge dans une pièce à côté, car j'entends sonner les heures et les quarts d'heure. Et un peu après, Eugénie m'apporte un bol de soupe avec une tranche de pain, du fromage et une pomme. Louise, 10 août 1944. Déjà 2 semaines que je suis dans la ferme des Barbeaux. Dès le lendemain de ma sortie du coma, Marcel m'a apporté de quoi écrire à mes parents. Pour la première fois, j'ai enfin entendu le son de sa voix. Mais apparemment, je l'intimide, car dès qu'il est en ma présence, il bafouille. Lorsqu'il parle avec sa mère et que je suis dans la chambre où j'ai été installée, son élocution est claire. Je ne pense pas être si impressionnante. Ou alors, il me trouve à son goût. Non, ça ne peut pas être ça. En tout cas, de mon côté, je ne ressens rien pour mon sauveur, puisqu'il paraît que c'est lui qui m'a extraite de la voiture accidentée. Ce n'est pas qu'il soit laid, mais il ne m'attire pas. Et puis, il doit avoir environ 40 ans. Il est juste un peu plus grand que moi, les épaules larges. Ses cheveux sont courts, bruns, et quelques courtes mèches sont aplaties sur son front. Il a les oreilles décollées, des petits yeux enfoncés de couleur marron. Son visage est un peu rougeaud, avec une grosse moustache dissimulant ses lèvres épaisses. Je sens qu'il m'observe toujours à la dérobée, lorsque, muni de mes béquilles, je viens m'asseoir à table au moment des repas. J'ai revu le docteur Dudouis 2 fois déjà. Il est revenu 2 jours après mon réveil pour refaire mon pansement. Je lui ai dit que si cela l'arrangeait, je pouvais le faire seul, puisque c'est mon métier. Il m'a laissé le matériel nécessaire. Ensuite, je me suis débrouillée jusqu'à ce que ma plaie soit cicatrisée. Il avait donc pu me faire un plâtre. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de ne pas avoir de réponse à ma lettre. Je m'en ouvre au moment du dîner à mes hôtes. « Marcel, vous avez bien posté ma lettre, n'est-ce pas ?» demandai-je au fermier. « Oh, oui, me répond-il en jetant un regard furtif vers sa mère. Quand vous l'avez remise à maman, je l'ai postée dès le lendemain, quand je suis allée au village. » Je n'ai aucune raison d'en douter. Qu'aurait-il à y gagner? Au contraire, je suis une bouche de plus à nourrir. Même si dans la ferme il y a les légumes du jardin, les poules et les lapins, ce n'est pas rien. Vous savez, intervient Eugénie, en ce moment, avec les combats, le courrier a parfois du mal à passer. Il faut être patiente, Louise. Quel combat? Demandai-je abasourdi. Dans mes souvenirs, il y a bien de temps en temps des escarmouches avec les résistants, mais de là à parler de combats... Eh bien, les combats entre les Allemands et les Américains, dit Marcel avec hésitation. Comment ça? Les Américains, ici, en Normandie? M'exclamai-je, un peu surexcité par cette information. Depuis quand? Ils ont débarqué le 6 juin dernier, répond le fermier. Les Anglais et les Canadiens dans le Calvados et les Américains ici, dans le Cotentin. Mais les Allemands leur donnent du fil à retordre. La région est coupée en 2. Nous sommes encore en zone allemande ici, alors que vos parents sont dans la zone libérée. C'est sans doute pour cela que vous n'avez pas encore de réponse. Sans doute pour cela que vous n'avez pas encore de réponse. Vous sous-entendez que ma lettre n'est peut-être pas arrivée à destination? C'est en effet possible, rétorque-t-il gêné. Vous pourrez en écrire une autre, mais lorsque les Américains auront délivré notre secteur. Après tout, c'est logique. Je vais essayer de prendre mon mal en patience. Il est vrai que je ne peux pas faire grand-chose à part aider Eugénie dans des tâches que je peux exécuter assise. Les journées me paraissent affreusement longues. Moi qui ai l'habitude de lire, je ne peux m'adonner à mon loisir favori.
Eugénie m'a bien amené les 2 seuls livres qui appartiennent d'ailleurs à son fils, 20 000 lieues sous les mers et L'île mystérieuse de Jules Verne. J'ai eu vite fait de les relire. Ces gens ne lisent apparemment pas les journaux, et il n'y a pas de poste de radio. Là encore, c'est logique, puisqu'ils sont interdits par les Boches. Il me reste le tricot et le dessin, mais je ne peux abuser du papier, une marchandise peu disponible elle aussi. Tout en tricotant ou en écossant les petits pois, je me repasse les souvenirs qui me restent. J'observe tout ce qui se passe autour de moi. Je n'ignore pas qu'une information banale, comme une ressemblance avec un fait vécu, un simple mot ou un nom, peut par association me permettre de récupérer des souvenirs enfouis. Ce qui me semble étrange, c'est que pour être non loin d'une zone de combat, je n'entends pas de bruit de canonnade. Néanmoins, aujourd'hui, beaucoup d'avions sont passés au-dessus de nos têtes. Tout ce bruit me donne d'ailleurs mal au crâne. Un reste de mon traumatisme crânien, sans aucun doute. Comme je ne peux me déplacer bien loin avec mes béquilles, je n'ai pas d'autres horizons que la maison de pierre, son toit d'ardoise avec une lucarne, un appentis qui est adossé à la demeure et 2 granges construites perpendiculairement de chaque côté, dont l'une se trouve au bord de la route, que me cache aussi une haie assez haute, et que j'aperçois uniquement lorsque la barrière est ouverte. Une route est d'ailleurs un bien grand mot. Un chemin goudronné et gravillonné serait une dénomination plus exacte. Une chose est certaine, je suis bien dans le bocage normand, et il fait en ce moment une chaleur accablante. J'ai raccommodé la petite robe d'été que je portais au moment de mon accident, mais c'est la seule que j'ai. Lorsque j'ai besoin de la laver, j'endosse une ancienne robe d'Eugénie, qui doit dater d'avant-guerre, celle de 1914. Bien trop grande pour moi, mais avec le tablier, il n'y paraît pas trop. Louise, 8 septembre 1944. Aujourd'hui, le docteur est venu m'enlever mon plâtre. Il a l'air content du résultat, ma fracture semble consolidée. Mais les muscles de mon mollet gauche ont fondu comme neige au soleil. Il me fait mettre le pied par terre. Je ne ressens pas de douleur, mais ma cheville est très raide. Je vais devoir rééduquer tout ça. Mais, outre que je n'ai toujours aucune nouvelle de ma famille, autre chose me turlupine. Je n'ai pas eu mes règles depuis que je suis à la Croix-Joint. Même si je me doute de la réponse, je pose la question au docteur Dudouis. Comme prévu, il se veut rassurant et me confirme que cela peut arriver après un traumatisme crânien. Pendant que je le tiens, j'essaie d'obtenir des informations sur les fameux combats que m'avaient évoqués les barbeaux il y a quelque temps. Le médecin, tout joyeux, me dit que les Américains ne vont pas tarder à libérer Saint-Sauveur, qu'ils ne sont plus qu'à quelques kilomètres, à Périers. Cette nouvelle me réconforte. Je vais pouvoir faire une 2e tentative pour contacter les miens, dès que nos libérateurs seront là. J'échafaude déjà des plans sur la comète, tout en faisant le tour de mon lit précautionneusement, pendant que le médecin repart voir mes hôtes. Sûrement pour leur faire quelques recommandations. Je ne prête pas trop attention aux murmures de leur conversation que je perçois comme venant de loin. Cependant, quelques bribes me parviennent. Je comprends que le docteur leur a demandé de me ménager et de me raconter les événements petit à petit. Maintenant, elle est prête, entends-je dire le médecin. Qu'est-ce que cela veut dire? Apparemment, la mère et le fils ne m'ont pas tout dit. Le médecin non plus. Que m'ont-ils caché exactement? Je vais devoir être plus attentive. Au besoin, je vais les espionner. Mais il faut que je remarche correctement pour pouvoir mettre mon plan à exécution. Pour l'instant, je me déplace à la vitesse d'un escargot. Pour commencer, je vais rédiger une nouvelle lettre à mes parents. Je demanderai à Marcel de la poster dès que les Américains seront à Saint-Sauveur. Je me rends lentement avec mes béquilles dans la cuisine, où Eugénie, Marcel et le docteur discutent autour d'un café. J'agis comme si je n'avais rien entendu de leur échange. En y réfléchissant bien, les intentions du médecin étaient de me préserver du fait de mon amnésie, afin que je ne découvre pas trop vite des nouvelles qui auraient pu me perturber. Je leur laisse à tous les 3 le bénéfice du doute, pour l'instant. Lorsque le docteur Dudouis est parti en me précisant qu'il repasserait me voir le 28 ou le 29, j'attends qu'il prenne la parole. Mais rien ne vient.
Il paraît que les Américains sont à Périer, m'a dit le docteur, lançai-je. Oui, c'est vrai. Il paraît qu'hier matin, les Ricains se sont approchés de Périer. Les Allemands s'étaient repliés pendant la nuit, et l'infanterie américaine a pu s'infiltrer dans l'après-midi. L'essai aussi a été libéré. Il est possible que d'ici 1 ou 2 jours, il soit à Saint-Sauveur, annonce Marcel, d'un ton plutôt lugubre pour une si bonne nouvelle. Ça n'a pas l'air de vous réjouir. Les Allemands sont encore tout près, et pas n'importe lesquels. 2 divisions de SS Panzer, dont une... Il semble hésiter. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est pâle comme un linge. Devant mon regard interrogateur, il bafouille. Je ne sais pas si je dois vous le dire. Allez-y, Marcel, je ne suis pas en sucre. La division d'Asreich a massacré des tas de gens sur son passage en remontant vers la Normandie quand les Alliés ont débarqué. Dans un village entier, à Oradour, dans le Limousin. Ils sont capables de tout. Pour arriver à voir le dessus, les Américains ont balancé des tonnes de bombes, comme à Valognes, 40 ans et Saint-Lô. On peut dire que les hommes du général Collins ont fait du bon boulot depuis qu'ils ont débarqué le 6 juin à Utah Beach, comme ils disent. Utah Beach? Quel drôle de nom, pensai-je. Sans doute parce qu'un des officiers est originaire de l'Utah. Pourtant, cette dénomination ne m'est pas inconnue. Et c'est où, Utah Beach, demandai-je. C'est la plage de Sainte-Marie-du-Mont, et les parachutistes américains, eux, avaient atterri dans toute cette zone, en particulier chez vous, à Sainte-Mère-Église. Juste à côté de chez moi? Ça veut dire que mes parents étaient aux premières loges? Je réagis aussitôt. Il y a eu beaucoup de victimes civiles? Malheureusement, Marcel l'ignore. Et si mes parents avaient été tués lors de ce débarquement? Cela pourrait aussi expliquer que je n'ai pas eu de réponse. Je sens comme une chape de plomb me tomber sur les épaules. C'est accablé que je vais me coucher. En plein milieu de la nuit, je suis réveillée par un cauchemar. Je suis dans une cave, blottie dans les bras d'un homme, terrorisée par les bombes qui semblent tomber de toutes parts. Nous sommes dans une cave. Mon père est là aussi. Mais pas ma mère. Louise, 29 septembre 1944. Depuis l'ablation de mon plâtre, j'ai repris la marche, et j'ai déjà bien progressé. Ma cheville a néanmoins tendance à être démaciée en fin de journée. Mais cela va passer avec le temps. En revanche, j'ai des nausées depuis un bon moment, et toujours pas de règles. Je n'y avais pas prêté attention lorsque j'en avais parlé au docteur Doudouis. Mais les nausées étaient déjà là au début septembre. Mais le phénomène s'est accentué depuis. J'y ai le droit tous les matins. Le traumatisme crânien peut certes entraîner une aménorrhée, mais aménorrhée plus nausée, je sais très bien ce que cela signifie. Je ne vois qu'une possibilité. Je suis enceinte. Sachant que les nausées commencent le plus souvent entre la 3e et la 8e semaine de grossesse, que je suis dans cette ferme sans avoir eu de relations intimes avec un homme, j'ai dû avoir au moins un rapport avec un homme juste avant mon accident. Qui est donc le père de cet enfant? Est-ce que par hasard je serais mariée? Autant de questions sans réponse. Pourtant, depuis mon cauchemar de début septembre, j'ai des flashs. Je me suis revue en mission avec mon père et d'autres hommes, ainsi qu'au bloc à Valognes. Depuis le début septembre, les Américains ont aussi beaucoup d'avance d'après Marcel. Saint-Sauveur a bien été libéré, et j'ai missionné le fermier pour envoyer ma seconde lettre, qui reste sans réponse à ce jour. Cela me semble étrange, car je suis quasi certaine que mon père est toujours en vie. Ce qui me trouble, c'est que, bien que Saint-Sauveur ait été libéré début septembre, je n'ai pas perçu le bruit des combats, comme je les entends dans les cauchemars que je fais de manière récurrente. Cela fait un moment que je soupçonne mes hôtes. Il y a d'abord Marcel, qui passe son temps à m'observer, à me dévorer des yeux, ce qui me met très mal à l'aise. Il n'a jamais eu de geste déplacé, mais je reste sur mes gardes. Eugénie reste semblable à elle-même, c'est-à-dire peu loquace. Comme je l'avais décidé, je laisse mes oreilles traîner, et la conversation que j'ai surpris un soir m'a paru édifiante. Eugénie disait à son fils
qu'il n'avait aucune chance auprès de moi, que je n'étais pas une fille pour lui. Ainsi donc, Marcel en pince pour moi. Mais ça, je l'avais deviné. Lorsque je l'ai entendu lui dire qu'il n'aurait pas dû brûler mes lettres pour me garder ici, j'ai failli hurler. Je me suis contenue. J'ai écrit une nouvelle lettre, mais cette fois je vais la remettre au docteur Doudouis, en espérant qu'il n'est pas le complice de Marcel. Et depuis ma découverte, je fais semblant de ne rien savoir, pour ne pas éveiller les soupçons de mon soupirant ou de sa mère. Aujourd'hui, le médecin passe me voir, comme il me l'avait annoncé. « Eh bien, je vois que vous allez beaucoup mieux, Louise. Vous n'allez plus avoir besoin de moi. »« En effet, docteur, côté marche, c'est mieux. En revanche, je n'ai toujours pas eu mes règles, et j'ai des nausées matinales depuis plus d'un mois. Qui plus est, mes seins sont plus sensibles, leur aréole est plus large et plus pigmentée. Je crois que je suis enceinte. Je voudrais que vous m'examiniez. » « Ma foi, ça ne mange pas de pain. Allongez-vous, mon petit, je vais vérifier. » Je scrute le visage du médecin pendant qu'il procède à l'examen, mais il ne révèle qu'une extrême concentration, que ce soit pendant la palpation ou l'examen au spéculum. Enfin, il se redresse et s'éclaircit la gorge en me regardant droit dans les yeux. « Eh bien, en effet, tout concorde. Votre utérus est augmenté de volume, globuleux et ramolli. En outre, la coloration lilas de votre vagin et de votre col, ajoutée à vos nausées et l'aménorrhée, ne laisse aucun doute. Vous êtes bel et bien enceinte d'environ 2 mois et demi. » Malgré moi, je souris. J'attends un bébé. Mais mon sourire s'efface rapidement. Mon problème, docteur, c'est que j'ignore qui est le père, si je suis mariée ou non. Mais ce dont je suis certaine, c'est que je veux garder ce bébé. Qui sait, peut-être qu'à un moment ou un autre, mes souvenirs reviendront. Le médecin paraît soulagé par ma déclaration. Avait-il peur que je souhaite me débarrasser du bébé? Si c'est cela, il n'a aucun souci à se faire. Puis-je vous demander un service, docteur, puisque vous êtes ici et que vous retournez à Saint-Sauveur? Dites toujours, me répond-il, détendu par ces dernières paroles qui n'évoquent pas ma grossesse. Pouvez-vous poster cette lettre pour mes parents, s'il vous plaît? Il n'y voit aucun inconvénient. J'espère qu'il n'en dira rien à mes hôtes. Tous mes espoirs reposent désormais sur lui. Je sais désormais que le Cotentin a été libéré, mais j'ai toujours un doute sur ce que me disent les barbeaux. Cette nuit-là, est-ce parce que je sais maintenant qu'un enfant grandit en moi, je fais un rêve? Pas un cauchemar. Je suis au bloc à Valognes, avec un interne et un chirurgien, mais pas celui avec lequel j'ai l'habitude de travailler. En tout cas, il est très compétent. Il a un léger accent. Le patient est un blessé par balle. Bernard le mâle. Le chirurgien, dont je ne vois que les yeux gris, réalise une ostéosynthèse par plaque vissée, avec une admirable dextérité, et je m'occupe ensuite du pansement et de l'immobilisation par attelle. C'est comme si nous avions l'habitude de travailler ensemble. Comment est-ce possible? D'autres images suivent dans mon rêve. Je me vois frapper à la porte d'un bureau sur laquelle est écrit « Oberstabsarzt W. Scheller ». Un chirurgien allemand. Pourtant, face à moi, c'est bien l'homme aux beaux yeux gris, et il me demande si je connais le patient qu'il vient d'opérer, et s'il est mon petit ami. Il semble triste, mais pas en colère. Je lui avoue que je connais le jeune opéré, qui n'est pas mon petit ami. Je m'excuse même auprès de ce chirurgien allemand de lui faire prendre des risques. Il me dit ne pas m'en vouloir, avoir deviné dès le départ, et évoque l'arrestation du chirurgien orthopédique de l'hôpital. Ce sera un secret entre nous, dit-il. Puis je me revois lui dire qu'il n'est pas comme les autres, que je me souviens qu'il a dit être médecin avant d'être soldat et vouloir sauver des vies, quelles qu'elles soient. Puis je regarde la photo qui est sur son bureau. Une photo de lui avec une femme et 2 enfants très jeunes. Mon rêve se poursuit, toujours dans le même bureau, mais pas le même jour.
J'ai noué mes bras autour du cou du beau chirurgien, et mon corps est collé au sien. Je le supplie de venir avec moi. Il a été dénoncé à la Gestapo. Il risque d'être fusillé pour trahison. Je veux le sauver à n'importe quel prix. C'est à ce moment que je me réveille. L'aube commence à poindre. Mon cœur bat à 100 à l'heure. Je suis folle amoureuse de cet homme, à n'en pas douter. Puis soudain, c'est comme un voile qui se déchire. Oberstabsarzt W. Scheller. W pour Walter. Des scènes me reviennent en mémoire. L'opération de l'aviateur allié, caché ensuite dans le service de Walter. Lui et moi, toujours ensemble, à nous tourner autour. Le débarquement et le temps passé à soigner les soldats américains blessés. Cette cave que j'ai vue dans un de mes cauchemars, où j'étais blottie dans les bras de Walter. Le jour de notre premier baiser. Celui aussi où nous nous sommes avoués notre amour. Puis, il y a eu notre première fois, passionnée, comme toutes les autres ensuite. Le père de mon enfant est un officier allemand qui a déserté après avoir été dénoncé à la Gestapo pour avoir aidé la résistance par conviction et par amour. Pour moi, tout me revient petit à petit, jusqu'à ce 27 juillet où Émile m'a retrouvée et enlevée. Mais maintenant, ce dernier est mort. Il ne représente plus aucun danger pour moi, pour Walter et mes parents. Fini de fuir pour échapper à cet homme sans pitié. Depuis 2 mois, je suis séparée des miens et surtout de l'homme que j'aime, mon beau et tendre Walter. Pendant tout ce temps, j'ignorais son existence. J'avais beaucoup pensé à l'inquiétude de mes parents suite à ma disparition. Maintenant, je n'ose imaginer le chagrin de Walter, qui a déjà vécu la mort de son épouse et de ses 2 fils. Il m'aime autant que je l'aime. Il a dû souffrir, me chercher. Je pense aussi à Bernard, mon frère d'adoption. Comment ont-ils vécu pendant ces 2 mois? J'espère qu'ils sont toujours en vie. Je n'ai qu'une hâte, les retrouver tous, mais surtout Walter. Mon Walter qui ne sait pas encore qu'il va de nouveau être papa.